On a réussi à faire ce qu'on fait d'habitude dans nos commissions locales de l'eau, c'est-à-dire créer des moments d'échange, de partage, presque de formation, je dois dire, parce que je dois remercier vraiment très sincèrement l'ensemble des intervenants depuis ce matin. Il y en a eu 13, 14 quand même. Ça a été très dense. On est vraiment rentré au fond des sujets, je pense. Bon, il y a beaucoup de travail encore à faire, mais je pense qu'on a fait autre chose que simplement d'ouvrir des portes ouvertes. On a parlé de choses très importantes, de changement de paradigme, d'approche systémique. C'est une question de méthode importante pour la décision publique, de solidarité, de prix de l'eau, voilà, d'interface terre-mer. Je pense qu'il y a beaucoup de chantiers encore à explorer. Comment se fait-il qu'avec des lois aussi puissantes que la loi de 64 sur l'eau, la loi de 92 sur l'eau, qu'on crée les comités de bassin, les agences de l'eau, les gestions par bassin hydrographique, la démocratie participative, comment se fait-il qu'on en soit là aujourd'hui sur l'état de nos masses d'eau? Parce que la situation n'est pas brillante. Sachez que la Bretagne est sans doute la région où les masses d'eau sont peut-être en meilleur état en France. Pourtant, on a été longtemps montré du doigt, mais c'est pour vous dire ce qui se passe ailleurs. Alain Rousset nous disait que 40% des ruisseaux de sa région ont disparu cet été. 40% de son hydrographique. Vous dites, comment se fait-il qu'avec des lois aussi puissantes, on ait des résultats aussi médiocres? Moi, le constat que je fais, c'est que la politique de l'eau ne parle à personne. Et tant que la politique de l'eau ne parlera pas à la politique de l'urbanisation, à la politique agricole, à la politique industrielle, on n'y arrivera pas. On est 3 400 000 habitants. On consomme 240 millions de mètres cubes d'eau par an. Potable. J'y reviendrai. Potable. On nous annonce, la Bretagne a 4 millions d'habitants. Si on ne change pas nos comportements, vous faites une règle de 3, il vous manque 60 millions de mètres cubes. On va les chercher où? Donc imaginez de continuer à construire à partir de PLU qui sont aujourd'hui en cours d'ailleurs, avec des annonces de population phénoménaux. Mais on va chercher l'eau où? C'est quand même la première question à se poser. C'est la première question à se poser. Et moi, je veux bien qu'on dise on ne veut pas de retenue, on ne veut pas de ça. Mais heureusement qu'on avait des retenues en Bretagne. Parce que sinon, comment on aurait fait? Heureusement que les Côtes d'Armor étaient là. Et là, il y a quand même un vrai sujet en Bretagne. Parce que là où ça se développe le plus, c'est là où il y a le moins d'eau. Il faut quand même qu'on regarde les choses avec réalité. Et qui plus est, là où il y a le moins d'eau, c'est là où l'eau est la plus dégradée. Donc, comme disait Jean Placine, c'est là où finalement il y a le moins de disponibilité. Donc, je suis d'accord, il va falloir partager, etc. Mais il va falloir qu'on prenne la mesure du sujet. Dès à présent. Et moi, je plaide pour que le SRADET intègre pleinement la question de l'eau. De l'eau de nos fleuves, évidemment, mais aussi de l'eau saumâtre et du lien avec le littoral. Parce que ce sont nos activités économiques du littoral qui sont menacées. Moi, on m'a dit tout récemment que le fait qu'il y ait moins d'eau dans les fleuves et donc moins d'eau sur les côtes, les moules poussaient moins vite. Donc ça a des conséquences directes. Donc c'est bien. Ce que vous faites, c'est bien. Vous prenez, je dirais, du champ et vous allez parler de l'eau aux urbanistes. Comme il faudra qu'on parle de l'eau avec les agriculteurs, qui ont déjà fait des efforts en Bretagne. Et on a vu que la méthode bretonne, elle est bonne. C'est dans la concertation et c'est ensemble. Et on peut avoir des opinions divergentes, mais il faut qu'on arrive à un compromis. Il faut continuer. Parce que devant nous, je le disais, il y a cette évolution de la population liée aux migrations climatiques. Il y a ce dérèglement climatique qui, de toute façon, est à l'œuvre. On a eu du 40 degrés cet été en Bretagne. Il y a ça aussi. Mais il y a aussi la nécessité de réfléchir collectivement à ce patrimoine commun qu'est la nature. Et cette ressource, ou ces ressources naturelles qu'on a considérées comme inépuisables,
Et aujourd'hui, on se rend compte que ça ne l'est plus. Alors moi, je voudrais vous dire 2 ou 3 choses. Il va falloir être solidaire. Et moi, j'aime bien ce qu'a dit Jean-Pierre Gentini tout à l'heure. Quand votre terrain est constructible, ça vaut de l'or. Quand vous préservez une zone humide, vous préservez le bien commun, ça vaut rien. Enfin, ça vaut rien, je m'entends. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est absolument pas normal. Parce que celui qui fait le plus d'efforts pour préserver, quand il protège une zone humide, un talweg ou je ne sais quoi, il protège de la biodiversité, il protège des ressources communes. Et lui, en tant que propriétaire, ça vaut rien. Pour l'exploitant, ça vaut rien. Et pour la commune, ça vaut rien. Il y a quand même un problème. Quand vous êtes sur des têtes de bassin versants, peut-être pas à Coidou, mais dans d'autres, où vous avez 40% du territoire communal, de petites communes rurales, qui sont en tête de bassin versant avec des zones humides, etc. Si vous leur apportez rien en contrepartie pour préserver le bien commun, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Et la réflexion de ce matin de M. le maire de Port-Launay, qui disait « Comment moi je fais moi pour éviter les inondations ? Moi je n'ai pas de pouvoir à agir sur la commune de Carhaix, par exemple. Je prends Carhaix, j'aurais pu prendre une autre commune. Carhaix. Mais si je ne mets pas en place des solidarités d'action et de travail, j'y arriverai pas. Donc le grand cycle mérite une vraie solidarité. Et il faut faire reconnaître le bien commun et la préservation du bien commun.